C'est ça. Merci pour la présentation, Francis. Francis m'a dit que je ne pouvais pas vous parler toute la journée à cause qu'il y a d'autres gens qui sont là pour vous parler. Le truc, c'est que des échecs, quand il m'a dit « Est-ce que tu veux faire une conférence sur les échecs? » J'ai commencé à réfléchir. Au début, je me suis dit « J'ai pensé à 2-3 échecs. » Puis plus je réfléchissais, plus la liste s'allongeait. Donc, il a fallu faire des choix, parce que sinon, ça serait une conférence de 3 jours sur moi. Puis je suis sûr que je serai en pleurs à la fin. Finalement, je vais juste vous parler de mes échecs professionnels. Hein, ça va être plus simple. Puis même là, je compte sur Francis pour m'arrêter là, quand il faut que je sorte. Ça commence pour moi quand j'avais à peu près 15-16 ans. Je me suis mis dans la tête que j'allais publier de la poésie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y croyais très, très fort à ce moment-là et je me suis mis à écrire de la poésie. Je pense que j'avais gagné un concours à un moment donné étudiant, ensuite je me suis dit il faut que je publie. Tu sais, si je suis un génie de la poésie, je vais me mettre à publier. Chaque semaine, j'envoyais un poème à une revue littéraire qui publiait de la poésie. Je n'obtenais jamais de réponse, fait que j'ai un peu interprété qu'ils ne voulaient pas publier mes poèmes, mais je suis quelqu'un d'assez persistant. Donc là, à un moment donné, j'en ai accumulé assez que j'avais genre 50 poèmes. Puis là, je me suis dit, mais c'est plus des revues, il faut que j'approche, c'est des maisons d'édition. Donc, je me suis, tout heureux de moi, je me suis dit, bon, là, je vais envoyer mon manuscrit à toutes les maisons d'édition. Donc, je ne sais pas où je trouvais l'argent pour les timbres, là, mais j'en envoyais beaucoup. Et là, je commençais un truc intéressant commençait à se produire. Je recevais des lettres. Puis ça s'intitulait tout le temps comme « Ah, bonjour, Monsieur Brault, nous avons le regret de vous annoncer que votre manuscrit ne correspond pas à notre politique éditoriale et que notre comité, blablabla. » je recevais ces lettres-là. Donc, je me suis dit, c'était quand même mieux qu'à l'époque où j'écrivais aux revues parce qu'eux, ils ne m'écrivaient pas. Donc, là, je me sentais important, je recevais du courrier. Finalement, j'ai fini par me rendre compte que ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire d'autres choses. Donc là, j'ai quitté l'école secondaire, je me suis dit, tiens, je vais être romancier plutôt que poète. C'était mon plan d'affaires à l'époque. Donc, j'ai commencé à envoyer des nouvelles aux revues littéraires, puis en me disant, je vais faire le même truc. Tu sais, une fois que j'aurai assez de nouvelles, je vais l'envoyer comme manuscrit, je vais publier un recueil de nouvelles. Puis finalement, en tout cas, il n'y a rien qui a fonctionné, on s'entend, puis quitter avant secondaire 5, mes parents n'étaient pas trop contents. Finalement, j'ai commencé je suis quelqu'un de persistant, tu sais, j'ai tant d'échecs, puis je ne comprenais rien. Je me suis dit, tiens, je vais devenir journaliste, pourquoi pas? Donc là, j'ai commencé le même cirque où j'envoyais des trucs, puis les gens ne me répondaient pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, ça ne marche pas. Quand j'envoie des lettres ou des courriels, les gens ne me répondent pas. Fait que j'ai commencé à utiliser le téléphone. Puis ça ne marchait pas trop non plus. Mais à un moment donné, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu essaies de me vendre quelque chose au téléphone? Envoie-moi un synopsis. C'est quoi un synopsis? Puis là, il m'a expliqué qu'en fait, c'est le format que les journalistes indépendants utilisent pour soumettre des articles. Là, j'ai dit, hey, parle-moi-en plus, c'est super intéressant. J'ai pris des notes et pas longtemps après, j'ai commencé à publier des articles dans différentes publications. Et là, je me suis dit, j'ai trouvé le truc que je suis capable de faire. Donc, peu à peu, je suis devenu journaliste culturel, puis éventuellement, plus tard dans ma carrière, là, je suis devenu journaliste économique. Mais être journaliste, ce n'était pas une fin en soi pour moi. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres. J'ai appris à peu près tout ce que je sais dans les livres. Donc, je me suis dit, hey, j'ai envie de faire quelque chose de gros. Je vais lancer une maison d'édition. Puis le nom de la maison, à l'époque, ça s'appelait Amérique Média. Pourquoi Amérique Média? Parce que dans ma tête, je me disais, on va commencer petit, avec une petite maison d'édition, mais je voulais bâtir un conglomérat médiatique à la grandeur des Amériques. Donc, c'était l'ambition. J'ai déjà eu un side project qui était, j'avais des napperons où il y avait la publicité, puis il y avait des textes. Et c'était un mensuel, c'était comme pour moi, c'était un journal. En tout cas, c'est une des choses que j'ai fait. Le problème avec ma maison d'édition, oui, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Le premier livre, je n'avais pas de page de garde. En tout cas, le nombre d'erreurs, je ne vais pas vous les énumérer ici. Mais à chaque fois que je faisais des erreurs, il y a du monde qui me le disait. Il me disait, hey, tu as fait ça tout croche. Mon distributeur aussi m'a appris plein de choses sur comment faire des livres. Donc, je me suis amélioré.
en termes de faire des livres. Puis en tout, en 5 ans, j'ai publié à peu près 16-17 livres. Et je me suis beaucoup amélioré, mais il y a quelque chose que je n'avais jamais appris en tant qu'entrepreneur, c'est pourquoi j'ai fondé cette maison d'édition-là. Parce que je me disais, je vais me bâtir un conglomérat médiatique nord-américain, mais il y avait pas je ne pensais pas à l'utilisateur final, c'est-à-dire que je trouvais des bons projets qui étaient, selon moi, intéressants, mais je ne pensais pas à dire qui va acheter ça. Est-ce que la personne achète ça parce qu'elle va en vacances, elle va sur la plage puis elle veut se détendre? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va lire ces livres-là parce qu'il veut s'améliorer, être plus productif au travail ou pour se divertir? En tout cas, il y a 1 million de raisons pour lesquelles on achète des livres, mais moi, je ne m'en souciais pas. J'étais juste là, je trouvais des projets que je trouvais intéressants. Souvent, les médias en parlaient parce que j'avais un bon œil pour voir des sujets intéressants, mais n'étaient souvent pas assez intéressants pour que les gens achètent le livre. Donc, les gens allaient lire les articles dans les magazines, puis mon auteur allait à la télé, puis les gens trouvaient « Ah, c'est intéressant son intervention à la télé, mais je ne veux pas acheter son livre. » Donc, le plus gros échec, dans cette maison d'édition-là, j'en ai fait beaucoup d'échecs. Le plus gros échec, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un gars qui avait échangé un trombone rouge contre un autre objet, puis à un moment donné, il s'était ramassé avec une maison. C'est très médiatisé. Donc moi, j'avais publié la version française de ce livre-là, et ça correspond au type d'erreur que je faisais tout le temps. Je prenais des bonnes histoires, mais le livre ne répondait pas à un besoin. C'est-à-dire qu'une fois que tu connais l'histoire, ça fait sourire, mais tu ne vas pas forcément acheter le livre. Donc, on avait imprimé à peu près 10 000 copies. On était dans les Walmart, les Costco, partout. Et je pense que finalement, il y a 500 personnes qui l'ont acheté. Donc, c'est un vrai désastre financier. Mais tout ça pour dire que j'ai appris et finalement, cette compagnie-là, ça n'a pas été un succès. Quoi qu'il y ait des compagnies qui commencent dans les multiples échecs et qui deviennent des grands succès. Dans mon cas, j'ai fini par vendre l'entreprise en 2010. J'étais un peu épuisé. C'est une industrie qui est très subventionnée, donc moi, je n'avais pas de subvention. Et je me suis dit, j'accroche ma serviette, je l'ai vendue pour 1 000 $, donc ce n'est pas un gros exit là, pour ceux qui sont familiers avec le vocabulaire des investisseurs. Mais au moins, mes auteurs étaient corrects, donc je n'ai pas d'auteurs qui me cherchent et qui veulent me tuer. Donc, je dors mieux la nuit pour ça. Et ça m'a donné l'occasion d'aller travailler. Pas longtemps après, je me suis joint au Journal des Affaires, puis j'étais un journaliste à temps plein. C'est la première fois dans ma vie que j'avais comme un chèque de paye. Je savais combien j'allais gagner la semaine suivante. J'ai pris mes premières vacances aussi. Dans ma vie, c'était le fun. Et j'ai eu le temps de découvrir plein de choses au Journal des Affaires. Ce que je faisais surtout au Journal des Affaires, c'est que je couvrais le monde des startups, des nouvelles entreprises. Et j'ai appris un paquet de choses, comme l'histoire qu'il faut que tu connaisses ton client quand tu veux lancer une entreprise pour servir ce client-là. Ça a l'air évident, là, mais c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. C'est-à-dire, quand on est en train de créer quelque chose, ou la même chose quand j'écrivais mes poèmes, est-ce que j'avais un client type quand je les écrivais? Non, je faisais juste ça parce que je me disais, je suis capable de faire ça, puis je trouve ça le fun. Donc, j'ai découvert un livre qui s'appelle Lean Startup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous devez comme quitter la conférence right now puis aller l'acheter à la librairie. Francis, j'espère que tu n'es pas trop mécontent, mais vraiment, sérieusement, un super livre qui parle d'une méthode, en fait, comment lancer une entreprise en tenant toujours compte du feedback des utilisateurs, en connaissant le client. Puis, la manière de connaître le client, ce n'est pas d'y parler tous les jours. En fait, c'est en faisant des échecs. Et je me suis rendu compte que le rôle d'un PDG, ce n'est pas d'éviter à la compagnie de faire des échecs. Au contraire, c'est de minimiser l'impact des échecs, c'est-à-dire de faire des micro-échecs pour éviter des échecs irréparables qui mènent à la faillite de l'entreprise. Donc ça m'a vraiment marqué. J'ai eu l'occasion de parler avec plein de gens qui ont lancé des startups qui ont lancé à un âge très, très jeune. Un peu comme moi quand j'ai lancé ma maison d'édition puis je ne comprenais rien. En technologie, il y a plein de jeunes de 19 ans qui lancent des compagnies techno. Certains connaissent l'échec, mais certains ont du succès. Et c'est parce qu'ils ont cette attitude-là d'essayer de comprendre, on s'est trompé, comment on peut ajuster les choses. Donc, c'est ça, en fait, c'est une des choses que j'ai vraiment appris en faisant mon travail au Journal des Affaires. Et j'avais toujours cette idée-là, j'aimerais ça me repartir et justement, tous les échecs que j'ai faits dans le passé, pas les faire. Comme la question du cash flow, pour quelqu'un qui
qui n'avait pas vraiment beaucoup de background en finance, je n'avais pas compris ça quand j'avais ma maison d'édition. Donc, des fois, j'ai un projet qui marchait à la fin, mais je me retrouvais à un moment donné à moitié, puis là, ça me prend des milliers de dollars pour le faire débloquer. Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris à la dure, que je voulais pas réparer, mais je veux dire, je voulais appliquer toute cette connaissance-là sur un nouveau projet. Et c'est ce que j'ai fait en juin. J'ai lancé une compagnie qui s'appelle Hardbacon. Puis maintenant, je ne vise pas juste les deux Amériques, je vise le 7,4 milliards d'êtres humains. Donc, j'ai élevé les enjeux. Notre mission, dans le fond, c'est de démocratiser le système financier. La vision à long terme, c'est vraiment de devenir le système d'exploitation de la vie financière de tous les êtres humains. C'est une grande vision, mais on y va petite étape par petite étape et on se soucie toujours de voir comment les gens réagissent. Donc, des micros-échecs depuis les 4 mois que je travaille sur cette entreprise-là. J'en ai fait des tonnes. Une des choses que j'ai fait, c'est que je pensais que tout le monde savait c'était quoi un courtier à escompte. Puis je suis sûr que dans la salle, il doit y avoir juste genre 20% des gens qui savent c'est quoi. Donc, quand on a lancé, en fait, on se présentait en disant « Ah, on compare les maisons de courtage » et on n'expliquait pas c'était quoi. Et ça, on a eu le feedback très rapidement. C'est ça l'avantage d'avoir une entreprise qui est en ligne ou sur une app mobile, c'est que rapidement, les gens, ils sont à 2 clics de vous communiquer quelque chose. Et là, rapidement, on a du feedback et on peut changer le produit en temps réel versus un livre. Souvent, c'est un projet qui dure 2 ans, on le met en librairie, puis ensuite, on a du feedback, mais il est trop tard de toute façon pour l'appliquer. Donc, ça n'excuse pas le fait que j'ai fait 1 million d'erreurs, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus facile, en fait, d'accélérer en fait, les erreurs qu'on fait quand une entreprise en ligne, puis de rajouter le tir, contrairement à l'imprimer où une fois que l'encre est séchée, on ne peut plus rien faire. Puis je pense que je continue à faire plein d'échecs. Je veux dire, c'était la première fois que j'étais gestionnaire, donc j'ai déjà eu une entreprise, mais c'était tout un réseau de pigistes. Maintenant, je me trouve à gérer des gens, puis là, je leur donne des tâches, puis là, ils n'arrivent pas ils échouent, en fait, puis c'est de ma faute. Parce que c'est moi le gestionnaire, puis ça, c'est nouveau pour moi. Et rapidement, je me suis rendu compte que souvent, je ne donnais pas les bonnes tâches aux bonnes personnes. Puis tous ceux qui sont gestionnaires dans la salle savent de quoi je parle. Donc, en fait, je continue à faire des micros-échecs tous les jours, mais je pense être capable de découvrir les échecs un peu plus tôt et m'ajuster un peu plus tôt, parce qu'avant, j'étais quelqu'un, tu sais, je suis encore quelqu'un de très persistant. Tu sais, je veux encore viser un marché de 7,4 milliards d'êtres humains, mais je suis capable plus vite de me réorienter et je ne ferai pas l'idée d'envoyer comme je ne sais pas, le 1000 manuscrits avant de réfléchir que peut-être ça ne marche pas. Maintenant, je suis encore un peu fou, mais comme un peu plus flexible. Fait que c'est là où je suis rendu dans ma vie. Je ne sais pas si j'ai fait le temps. Je n'ai pas vu Francis qui me dit « va-t'en ». Donc, voici, c'est à peu près un résumé de mes échecs, là, mais très accéléré.